Allez. Donc on est tous réunis dans le QG à Paris. À la base, c'était pour l'épisode tant attendu de Georges. Mais voilà, il y a eu Un contretemps. il y a eu un contretemps. Il y a eu faiblesse de Georges. Il y a eu un contretemps, donc l'épisode n'est pas fini. Donc la prochaine fois que Georges sera dans le QG, ça sera en avril. Voilà, donc Bientôt. sans faute en avril. Voilà, donc l'homme qui savait se faire désirer. Et Georges, juste on vient de se taper une barre. Tu peux nous raconter ce qui s'est passé dans le train? Putain, il fait absolument. Dans le train, je me suis fait agresser par quelqu'un qui parlait au téléphone ça pendant une demi-heure et je lui ai demandé est-ce qu'il pouvait se décaler dans le couloir. Ce à quoi il m'a répondu « Toi, je vais te niquer ta race ». Comme ça, de but en blanc. Et voilà. Et après, s'en est suivi un échange d'à peu près 2 minutes où je lui disais de se calmer et il m'expliquait qu'il allait me niquer ma race. Voilà, il n'y avait pas de théorie supplémentaire. Ça s'est Voilà. Il n'y a arrêté. pas eu d'évolution dans la Voilà. discussion. Tout ça pour dire que c'est dangereux de venir au QG, quoi. C'était là où je voulais en venir. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que on va faire un truc un peu particulier parce que le livre, c'est un livre ultra connu de Jared Diamond qui s'appelle Collapse, effondrement, et qui traite de l'effondrement ou pas, parfois, de diverses sociétés au cours de l'histoire. Donc, juste pour rappel, Jared Diamond, c'est un géographe et biologiste, et on a déjà fait le livre Guns, Germs and Steel, qui s'appelle De l'inégalité parmi les sociétés, avec le gars qui copule avec un mouton. S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de ce livre. Prix Pulitzer, Guns, Germs and Steel. Et donc là, l'idée, c'est de faire Collapse de Jared Diamond. Pas tout de suite, ça sera dans un autre épisode qui est quasi fini. Mais dans ce livre, dans Collapse, il y a une section que j'ai pas réussi à caser dans l'épisode à venir et en fait qui méritait un épisode entier. Parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'après avoir lu le livre, c'est un chapitre qui m'a marqué parce que j'y repense souvent. Donc je me suis dit, en fait, je sais pas, ça a suscité un intérêt aigu chez moi. Et c'est un chapitre qui parle de l'extractivisme des entreprises et de son impact sur l'environnement. Et du coup, toujours pour faire un peu des études comparatives, comme fait Jared Diamond, c'est d'essayer de comprendre en fait pourquoi certaines entreprises sont sales et pourquoi certaines entreprises sont propres. D'où ça vient la différence, comment ça se fait. Voilà. Et on va étudier 3 axes. Il va y avoir le pétrole, l'extraction minière et la pêche. Donc, je sais pas, déjà, moi, ça m'intéresse vachement. Et donc voilà, on va étudier les dynamiques qui font que les entreprises souillent ou pas l'environnement. Est-ce que vous, ça vous paraît intéressant ou est-ce que vous vous dites, je sais pas, c'est évident, pourquoi certaines souillent pas? Est-ce que vous vous dites, on s'en fout de la pêche et c'est quoi vos réactions au gut feeling? Moi, je ne m'étais pas trop posé la question. Déjà, voilà. J'ai pas d'éléments de réponse, donc à voir, quoi. À voir, ça, ok. Non, moi non plus, je m'étais pas posé la question, mais en gros, je suppose que genre à court terme, la plupart des entreprises qui souillent devront se transformer ou disparaître. Tu vois. Et du coup, c'est intéressant de savoir les mécanismes qui sous-tendent le fait d'être pollué beaucoup ou peu, quoi. Ouais, bah ça va être un petit peu ça, mais il y aura plein d'autres arguments, c'est ça qui va être intéressant. Et en fait, moi, Et tu sais, t'as souvent puis tu sais aussi, t'as souvent l'argument de globalement, en gros, quand tu veux faire les choses bien, ça s'adresse toujours à une minorité de gens nantis. Et en gros, dès que tu veux faire des trucs en masse et pas cher, t'es obligé, en gros, d'avoir des externalités négatives ou de polluer ou de pas être éthique, tu vois. Et en fait, ça m'intéresse de voir si c'est valide ou pas. On va voir parce que justement, c'est pas si valide que ça, en tout cas d'après lui. Et c'est intéressant justement. C'est ça que je cherchais aussi un peu comme réaction. C'est en effet, c'est ce que j'aurais pensé moi aussi avant de le lire. Et ça m'a fait peut-être un peu changer d'avis. Donc ça, c'est intéressant. Et en fait, je dis que le bouquin a marqué, mais en fait, ce qui m'a surtout marqué, c'est le chapitre sur l'extraction minière, parce que je crois que j'avais pas conscience de à quel point c'est polluant. Enfin, moi, je m'imaginais, tu sais, un mec avec un marteau et une pioche, et je me disais, bah, ça va, tu vois. Et en fait, je sais pas si je suis tout seul dans ma méconnaissance du truc, ou si vous
pareil, vous n'aviez pas conscience que c'était une catastrophe, en fait, l'industrie minière. Non, moi je suis comme toi en fait. En gros, j'avais conscience que c'était super polluant parce que je l'avais lu et entendu, mais je sais pas comment ça se matérialise, tu vois. Ouais, d'accord. Ça, c'est ça qui est hyper intéressant. Ouais. Et tu vois, genre, par exemple, on dit que l'extraction des terres rares, par exemple, c'est un monopole chinois essentiellement, mais ça pollue énormément, tu vois. Ou ils disent que l'extraction du lithium ou je sais pas quoi, ça pollue énormément, mais en fait, je sais pas quel facteur, enfin, comment ça se matérialise, quoi. Ouais, d'accord. Ok, ouais. Bah ouais, ok. Ouais, ok. Ouais, c'est. Ok. Moi, le truc, c'est que moi, je crois que j'avais lu le livre avant de m'intéresser au sujet des terres rares. Ouais. Et donc, j'étais vraiment en mode ah bon tu vois, Ouais. donc c'était encore pire que ça, quoi. Et tu sais, enfin, j'ai plus souvenance de quel matériau exactement, mais il y a un certain nombre de matériaux où on dit genre oui, ils sont disponibles en France ou en Europe, mais juste étant donné la réglementation, on peut pas les extraire de manière rentable en France et du coup en fait on outsource la pollution, quoi, on délocalise la pollution. Ouais. Et donc ça va être hyper intéressant, ouais, le deuxième axe sur les mines. Bah trop bien. Ok. Donc en introduction. Il va rappeler des évidences, donc notre mode de vie requiert qu'on extrait toujours plus de ressources de la terre, donc pétrole, charbon, minerais, bois, poissons. Et vu que cette extraction de ressources, c'est un processus compliqué et cher, moi surtout sur le pétrole et les minerais, ça nécessite de pouvoir apporter tout de suite beaucoup d'argent, et donc c'est souvent fait par des grandes entreprises. Donc là, il n'y a pas vraiment de débat, on dit des choses évidentes. Et ces grandes entreprises, ça va être la problématique du chapitre, sont souvent accusés de mettre le profit avant le bien de la société, alors que les environnementalistes vont dire, vont être accusés de mettre les petits oiseaux devant la création d'emplois, la création de richesses, tout ça. Mais au final, Jared Diamond, il se permet de faire une généralité. Il dit que c'est vrai qu'en général, ce genre de business, c'est souvent bénéfique pour le business en question, c'est souvent bénéfique court terme, et c'est souvent au détriment de la société entière à plus long terme. Il permet de faire une petite généralité, on va voir si c'est vrai. Et donc, pourquoi c'est intéressant et pourquoi c'est dans ce bouquin Collapse qui, finalement, le bouquin, il parle des Mayas, de l'île de Pâques, de l'Australie, du Japon, voilà. Pourquoi ça vient, qu'est-ce que ça vient faire dans ce bouquin-là? En fait, c'est parce qu'on a un cas typique de quelque chose qui est délétère pour la société, mais bien pour un petit groupe. C'est intéressant dans le cadre des effondrements. Et donc voilà, donc on va voir pourquoi certains secteurs sont plus propres que d'autres. Et donc on commence par le pétrole, si ça vous va. Mm-hmm. Donc Jared Diamond, lui, il est fan de la Nouvelle-Guinée, pour ceux qui ont lu ses livres ou qui ont écouté les épisodes, il en parle tout le temps. Et donc pour le pétrole, il va comparer deux entreprises avec deux impacts environnementaux très différents, et donc on va essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que déjà ça vous choque que deux entreprises d'un même secteur, pour le coup, on parle d'un même secteur, donc le pétrole, est-ce que ça vous choque que ça puisse être radicalement différent au niveau de la propreté? Est-ce que déjà c'est quelque chose qui est instinctif ou pas du tout? Ou vous disiez en fait un secteur égale un niveau de bouillavage de la nature? Non, moi ça me choque pas parce que je pense que l'environnement législatif et réglementaire, il conditionne énormément les comportements des entreprises. Ah oui, donc c'est plus l'endroit, toi, tu te dis, ouais. Bah moi, je pense déjà l'endroit, et après, effectivement, au même endroit, là, ça me choquerait plus. Voilà. Ouais. Parce qu'en fait, c'est genre, tu te dis, en gros, si t'as une vision un peu cynique du truc, genre une entreprise, son objectif premier, c'est de faire un maximum de profit, sous contrainte réglementaire, et c'est tout principalement, tu vois, sous contrainte réglementaire, et du coup, genre, à réglementation donnée, elle va juste essayer de maximiser son profit. Et du coup, et après, pour une réglementation précise, peut-être que tu as des marges de manœuvre, mais qui doivent être plus faibles qu'entre deux pays différents. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah c'est ok, ça va être un petit peu ça, parce que là ce qu'il fait, c'est qu'il triche, c'est qu'il prend, il va prendre la Nouvelle-Guinée, mais en fait, moi j'étais pas au courant, mais la Nouvelle-Guinée c'est deux pays en fait, il y a l'Ouest, c'est l'Indonésie, je dis pas de conneries, l'Ouest, ouais, et l'Est c'est ce qu'on appelle la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est du coup un pays, voilà, donc je m'éduque en même temps que je lis ce livre.
Ouais. C'est la même île, mais c'est pas le même pays, donc ça va jouer. Et donc justement sur l'île de Salawati, en Indonésie, il fait sa visite en 1986. Et donc il visite une exploitation pétrolière exploitée par l'Indonesian Oil Company National. Donc c'est l'entreprise nationale. Mhm. Donc ça va être important de comprendre ça. Et lors de sa visite, il dit, ils sont gentils, mais c'est le bordel. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un gros impact environnemental, mais ils sont sympas. Donc on peut citer quelques exemples pour illustrer. En gros, il dit le gaz naturel obtenu comme produit secondaire de l'extraction du pétrole, juste il le brûlait. Tu vois la flamme au loin. Parce qu'apparemment normalement tu dois avoir des infrastructures pour liquéfier le gaz. Donc c'est un gâchis énorme. Alors tu le brûles parce que c'est mieux du CO2 que du méthane, mais bon, ça reste quand même un gâchis énorme. Ils ont creusé des grosses routes à travers la forêt dans le cadre de l'exploitation qui étaient trop larges pour être traversées par la plupart des espèces. Il y avait des flaques de pétrole un peu partout. Voilà, je vais pas m'étendre sur le truc, mais c'était pas la folie. Et là, normalement, à ce stade-là du livre, moi, je suis pas étonné. Je m'attendais à ça. Je sais pas si on est d'accord. Ouais, ok, voilà. Donc, par contre, ce à quoi je m'attendais pas, c'est la deuxième exploitation qu'il a visitée. Et donc, cette fois-ci, c'est en Papouasie-Nouvelle-Guinée, donc à l'est. Exploitation de Kutubu. Et donc, c'est l'exploitation de Chevron, qui est une multinationale. Et donc, sur place, en fait, il est choqué, justement, par à quel point c'est clean. C'est-à-dire qu'en 93, tu as Chevron qui engage la WWF pour mettre en place un projet d'extraction de pétrole avec impact environnemental minimal. Donc, c'est rigolo. Il a visité 4 fois entre 98 et 2003 en tant que consultant pour la WWF. Il pouvait circuler librement partout, parler avec les employés de façon privée. Il y avait un réel contre-pouvoir. Quand tu atterris en avion, tu comprends pas parce qu'en fait, tu vois que de la forêt. Tu vois pas de route. Et en fait, les routes qu'ils avaient faites, elles étaient toutes petites et elles étaient ensevelies, sous les arbres, donc pour que les animaux puissent passer. Tu as une inspection en sortant de l'avion de tout un tas d'objets interdits qui pourraient affecter l'environnement et la sécurité de l'exploitation. Grosse surveillance de la part de Chevron parce qu'à un moment, il a marché sur la route. Alors, il a une passion pour les oiseaux, donc il essayait de... C'était un petit peu un boomer. Il essayait de photographier les oiseaux et il s'est fait rappeler à l'ordre tout de suite en disant non, mais ça, si tu fais ça, tu dégages parce que s'il y a un camion qui doit faire une embardée pour t'éviter et qui tape un pipeline de pétrole, c'est hyper dangereux. Okay. Enfin, toi, tu peux mourir, c'est pas grave, mais si tu tapes le pipeline de pétrole, c'est une catastrophe environnementale. T'as la photo du pigeon qui... On va en parler du pigeon. Il vaut trop le coup. On va en parler du pigeon. Et donc voilà, il a remarqué que les espèces d'animaux étaient bien plus nombreuses que partout ailleurs dans l'île, puisque justement il est amateur. Notamment des dendrolagues, donc c'est les fameux dendrolagues, c'est des kangourous. De là-bas, quoi. Pas du tout, c'est des kangourous arboricoles. J'ai cherché, ça a en effet une tête de kangourou arboricole. Vraiment, ce que vous voyez qui vous vient comme vraiment, message, c'est ça, quoi. Ouais, ce que vous imaginez, c'est ça, quoi. Et donc c'est une tête de kangourou avec une branche dans la bouche, quoi. C'était un kangourou dans un arbre. Okay. Avec une branche dans la... c'est chelou ce que tu viens de dire. Clem réfléchit de manière trop chelou. C'est ça. Moi, c'est ça l'image que j'ai. Bon, du coup, c'est bien. Tu n'es peut-être pas la seule. Donc, on a les fameux dendrolagues. On a aussi les faisans pigeons à nuque bronzée. Voilà. Giant pigeon en anglais. Ça doit être horrible. Voilà. Ouais, Clem a peur des oiseaux. Contrairement j'aime pas trop les oiseaux. Voilà. Donc, en effet, le giant pigeon, ça représente l'ennemi naturel de Clem. Oui. Et donc, tu avais des perroquets rares perchés sur les tours de communication de Chevron. Et en fait, il y a plein d'animaux que tu vois de jour, alors que normalement, c'est mort, tu peux que sortir de nuit pour les observer. Et en fait, le truc, c'est que c'était devenu un des parcs nationaux les plus contrôlés du pays, quoi. Enfin, c'était vraiment... c'était hyper impressionnant. Et en fait, tout ça, ça devrait piquer votre curiosité, parce que Chevron, c'est une entreprise cotée en bourse. Si les actionnaires voyaient ça, ils auraient immédiatement mis un terme à tout ça, parce qu'on peut pas se permettre de perdre autant d'argent. Donc en fait,
Qu'est-ce qui se passe en fait comment ça se fait? Est-ce que vous avez déjà des petits éléments c'est de parce réponse que ou genre, vous êtes je choqués? disais sur la réglementation dans ce pays-là. Je pense que c'est très réglementé en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Ça ne l'est pas. En fait, ça l'est pas. Ok. Ouais, mais je pense, tu vois, tu peux avoir plusieurs facteurs. Genre, justement, en fait, tu vois, le fait que tu sois coté en bourse, ça peut engendrer une scrutiny, une observation plus élevée de ce que tu fais que d'autres boîtes. Et du coup, tu as un risque réputationnel plus élevé. Et du coup, c'est pertinent pour ton business de mieux gérer les choses. Mais pourquoi le risque réputationnel te ferait perdre de l'argent? Les gens investissent. Tu vois, en fait, pour différentes raisons, mais tu vois, si t'es une boîte B2C, donc si tu t'adresses au consommateur final, on peut comprendre assez facilement pourquoi le risque réputationnel il peut te poser problème. Et après, quand tu t'adresses, là, en l'occurrence, ton client, en général, c'est souvent des États qui t'accordent des concessions pour faire de l'extraction, tu vois. En général, je pense que si tu as une bonne réputation, tu as potentiellement plus de probabilité de remporter l'appel d'offres sur la concession, etc. Après, j'émets des hypothèses, tu vois, j'en sais rien. C'est pas mal, oui. Mais tu vois, genre, en fait, il y a plusieurs facteurs qui, pardon, dans un contexte où tu te dis une boîte, je suis pas du tout expert dans la question, tu vois, mais je me dis, une boîte, son objectif premier, elle peut avoir des objectifs secondaires. Mais la plupart des boîtes, leur objectif premier, c'est de générer du profit. Et après, pour faire ça, elles font ce qu'ils font pour aboutir à cet objectif-là. Tu vois. Donc, tu dois te soumettre à une réglementation, tu dois plaire à tes clients. Tu vois, si on dit, et tu dois plaire à tes salariés parce que c'est une boîte, c'est généré par des gens. Tu vois. Et du coup, si tu dis, c'est ça mes trois gros facteurs qui vont faire que je génère plus ou moins de profit, tu t'adaptes à ça, quoi. Donc, tu t'adaptes à la réglementation et tu fais en sorte que tes clients et que tes clients t'aiment bien et que tes salariés soient heureux, on va dire. Et du coup, après, il y a différentes manières de faire ça, tu vois. Et je pense que, par exemple, avoir bonne réputation, c'est une des manières de faire en sorte que... Ouais, c'est pas mal, t'as coché pas mal de cases. Je vais vous donner les réponses, mais il y a pas mal de ce que tu viens de dire, ouais. Donc, voilà, t'as une réelle motivation à éviter des désastres environnementaux à tout prix, parce que c'est très, très coûteux. Et il dit justement qu'il y a eu beaucoup d'accidents liés à l'exploitation pétrolière, et qu'en fait, ils sont très impressionnants, ils sont très visibles du grand public. Donc, je donne quelques exemples. Marée noire d'un tanker de Exxon en 89, feu de plateforme pétrolière en 88 avec 167 morts, fuite de produits chimiques dans une usine chimique en Inde à Bhopal, 4000 morts et 200 000 blessés. Ah oui, d'accord. Et voilà, donc chacun des accidents a coûté des milliards de dollars à l'entreprise. Même le truc en Inde, du coup, elle a fait faillite, l'entreprise. Chevron, mais pas que. En fait, ils ont compris assez vite que tu pouvais facilement en fait dépenser quelques millions pour ne pas risquer de devoir payer un jour plusieurs milliards à nettoyer tes bavures. Ouais, effectivement, tu vois, ça c'est un truc que j'avais oublié. T'as juste un risque financier tout court en fait aussi. Parce que tu dois réparer. Exactement. Et en fait, il y a deux choses. Il y a d'une part, si tu fais une connerie, mais il y a d'autre part aussi, une fois que tu as fini d'exploiter, tu as le nettoyage que tu dois faire. Et en fait, si tu fais ça de manière dégueu, ton nettoyage il va coûter super cher en fait. Donc voilà. Même en dehors même s'il n'y a pas d'accident et tout, de toute façon, de toute façon, voilà, tu dois nettoyer. Ouais. Et donc c'est vrai que tu te dis, ouais, le gars qui prend une photo d'oiseau qui se fait rappeler à l'ordre, c'est de la folie. Mais en fait, non. C'est-à-dire que tu te dis, si tu exploites pendant 50 ans, tu peux même pas te permettre d'avoir un risque tous les 10 ans. En fait, ça marche pas. Donc, faut être hyper, hyper strict. Et justement, un autre aspect, c'est qu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée, vu que le gouvernement et la police sont faibles, en fait, si tu fais n'importe quoi, tu vas en fait tout simplement avoir les habitants qui vont venir te casser ton installation. Juste ils sont pas contents que tu fasses de la merde. Oui, ils se font auto la justice et en fait c'est plus relou. C'est ça. Donc c'est intéressant ce point. C'est-à-dire que gouvernement faible égale pas faire chier les habitants. Oui, enfin ça je pense que c'est un point qui est peut-être très contextuel là-bas parce que il y a plein d'endroits où gouvernement faible égale tu peux te payer ta milice qui protège tes installations et qui défonce quiconque, tu vois. Bah justement, c'est-à-dire qu'en Indonésie, c'est vu que c'est une dictature à l'époque. Je connais pas du tout la politique de l'Indonésie, mais du coup, à l'époque,
tu sens que tu peux pas trop faire ça, quoi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que, en gros, si ton gouvernement est faible, globalement, ça veut dire que, en général, c'est global. Enfin, en gros, la faiblesse d'un gouvernement ou des institutions étatiques ou de la réglementation, ça induit, la plupart du temps, ce que ça induit, c'est une forme de chacun pour soi, tu vois. Ouais. Et en gros, dans le cadre d'un chacun pour soi, c'est toujours celui qui a le plus de moyens et qui est le plus fort qui gagne, tu vois. Et en l'occurrence, en général, c'est pas les habitants, c'est plutôt les grosses boîtes, tu vois. Oui, je pense que c'est très contextuel. Et donc, oui, en effet, il dit en 1986, l'Indonésie était une dictature. C'est très contextuel, mais justement, enfin, moi, j'avais une anecdote en tête. Donc, c'est pas Jared Diamond, mais du coup, je connaissais l'anecdote et Aurore Stéphan en a parlé. Aurore Stéphan, c'est une fille qui est passée 2 fois dans Thinkerview et qui parle des mines. Donc, c'est hyper intéressant. Et en fait, l'anecdote, c'est en 2013, dans une petite ville grecque qui s'appelle Hérissos, où moi, justement, j'allais tout le temps passer mes vacances tous les étés là-bas. Et donc, tu sais, t'as une petite communauté qui vit beaucoup du tourisme, de la pêche, des terres. Ils sont assez pépouses. Et en gros, t'as eu l'ouverture d'une mine canadienne d'or dans le coin. Et ça a escaladé assez loin quand même. C'est-à-dire qu'en gros, tu as les habitants qui ont attaqué la mine, parce que c'est un désastre environnemental. On verra ça dans le chapitre d'après. Ensuite, tu as la police qui a voulu faire les cow-boys, qui est allé en pleine nuit arrêter des mecs. Je peux pas vous décrire le village, mais le village, il est vraiment ultra tranquille. Enfin, c'est inimaginable d'avoir ça, quoi. Et en gros, les gens de la ville ont assailli le commissariat, ils ont tout cassé, ils ont balancé les fournitures dehors pour essayer de délivrer les gars. Ils les ont pas trouvés. Ensuite, ils sont allés dans le commissariat de la ville la plus proche, Polygyros, pour aller les délivrer. Ils étaient toujours pas là, ils étaient à Thessalonique, c'est la 2e plus grosse ville. Donc les gars étaient pas contents. Ensuite, ils sont revenus dans la ville et ils ont barricadé la ville pour pas que la police puisse revenir. Tu vois. Donc, et c'est la Grèce, tu vois. Ouais. Donc, c'est énorme. Et donc, toi, tu dis, c'est contextuel. Mais ouais, non, il y a des fois, faut pas faire chier les gens, quoi. En gros, sinon, et puis là, c'est une mine canadienne. Donc, ils avaient envie de, tu vois, même s'ils avaient envie de dégueulasser l'environnement, ils avaient envie de le faire et que ça se sache pas trop. Avec les mecs qui se barricadent dans leur village, ça commence à faire de la mauvaise pub, quoi. Donc il y a un vrai, tu vois, il y a un vrai aspect pas faire chier la population quand même. Ouais, non mais je pense que c'est intéressant. Peut-être que je sous-estime ce truc-là, mais je pense que, enfin, je sais pas, un concours de circonstances. Oui, c'est ça. Parce que la Grèce, ils vont pas venir avec des tanks dans le village. Oui, c'est ça. Donc, parce que oui, si tu ramènes un tank, tu peux te barricader, j'imagine. Ils vont pas faire ça, quoi. Ouais, non, mais tu vois, genre, je connais pas un peu les dynamiques de genre résistance civile ou d'insurrection, enfin, ou j'en sais rien, je sais pas comment ça se passe, tu vois. Mais j'aurais quand même tendance à croire que la plupart du temps, c'est quand même celui qui a l'argent et le truc qui va gagner, tu vois. Et c'est plutôt l'exception où la masse arrive à obtenir, tu vois. Bah peut-être, mais là, tu vois, pas toujours. Ouais. Donc ça, c'était quand même. Tu vois, t'as les méga bassines, c'est un peu ça, tu vois. Ouais. Sainte-Soline, tu vois, c'est. Mais pour le coup, je crois qu'ils ont gagné. Il y a pas eu de méga bassine finalement. Ah bah du coup, ça contredit ce que. Oui. Non, mais ah oui, d'accord. Ok. Tac. Bah oui, du coup, s'il n'y a pas eu de méga bassine, ça appuierait le propos en effet. Et donc ça, c'est un point qui est intéressant. Tu as un autre point qui est que tu anticipe le fait que les gouvernements vont devenir dans le futur regardants vis-à-vis de l'environnement. Et en fait, c'est beaucoup moins cher de construire le truc correctement que de tout réaménager, de tout rétrofiter, une fois que le gouvernement t'oblige à le faire. Surtout si ton exploitation elle dure 50 ans, quoi. Donc voilà, c'est au contraire un gain d'argent. T'avais deviné, Georges, si tu acquiers une certaine réputation, bah, tu te donnes un gros avantage pour gagner des nouveaux contrats d'exploitation, surtout en Europe. Donc ça, c'est intéressant. Voilà. Il y a le côté, ça on n'y avait pas pensé, mais donc dans ce genre d'opération extractive pointue, tu as besoin de bons profils d'ingénieurs expérimentés, c'est-à-dire en général des gens qu'on n'en pas rien à foutre de l'environnement. C'est des gens qui sont chers à former, qui sont payés cher, qu'il faut rapatrier souvent en Occident pour voir leur famille. Tu peux pas complètement les aliéner en faisant un truc dégueulasse. Enfin,
tu vois, si t'as un peu de conscience écologique, soit tu vas pas travailler pour eux, ou soit tu vas demander un salaire à 8 chiffres, quoi. Donc, tu vois, il y a aussi un intérêt de prendre soin de tes employés qualifiés, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est intéressant. Voilà. Et il se trouve aussi que dans le secteur du pétrole, la technologie a évolué. Donc maintenant, tu peux creuser en diagonale. Donc tu sais, tu peux faire plein de trous diagonaux depuis un seul point. Ce qui minimise la zone dépourvue de kangourous arboricoles et de giant pigeon. Voilà. Et donc, cette partie sur le pétrole, elle est intéressante parce que bon, je prévois que certains vont nous chier dessus dans les commentaires, donc je pense qu'il faut dire que tout n'est pas rose, mais quand même, je trouve que c'est intéressant de voir les dynamiques qui font que tu peux faire pression sur les entreprises. Mais du coup, là, tu as donné plein d'arguments qui font que là, on voit l'entreprise qui fait une exploitation bien, et c'est peut-être évident, mais pour celles qui le font pas, genre celle en Indonésie qui est en mode dégueulasse et tout, c'est quoi? C'est parce que c'était construit avant? C'est parce que ça coûte quand même moins cher et eux, ils s'en foutent de leur réputation ou de leur... Ouais, c'est ça, les raisons, c'est les Indonésiens ils pensent pas plus loin, en fait. Ça coûte moins cher maintenant. Enfin, c'est le truc qu'ils disaient un peu au début. Je vais te dire, les Indonésiens sont moins intéressés par le comportement de leurs entreprises d'extraction que les Européens ou les Américains. Genre, pour diverses raisons, ils s'en foutent un peu. En 86, c'était une dictature, donc on peut se dire que si tu fais de la résistance civile, je sais pas, tu vas te faire écarteler sur la place publique. Et l'exploitant, c'est une entreprise indonésienne, on avait dit. Donc, ce qui n'est pas, elle n'est pas en compétition avec d'autres industries, et elle reste en Indonésie. Et elle revend les trucs en Indonésie. Voilà, donc peu lui chaud de sa réputation. Voilà, ils sont là, vouloir avoir des contrats. Ils s'en foutent, quoi. Ouais, mais tu vois, ça par exemple, c'est intéressant. Je m'étais pas imaginé. Tu sais, parce qu'en général, on dit plus une entreprise devient grosse, plus elle a du pouvoir d'influence auprès des acteurs étatiques. Et plus ça peut poser problème. Déjà, tu peux faire de l'optimisation fiscale. De deux, tu as des gros moyens en lobbying, etc., etc. Donc, en gros, plus t'es gros, plus tu peux casser les couilles. Et là, c'est un peu un argument inverse qui dit que dans le cadre d'un État faible, en fait, quand tu es gros, ça devient potentiellement quelque chose d'intéressant du point de vue de l'environnement ou du point de vue de la vertu. Parce que du coup, même si l'État en lui-même qui accueille une partie de tes activités, il est pas suffisamment fort pour te réglementer. En fait, toi-même, tu te régules parce que tu as des risques de réputation dans d'autres pays. Ouais, tout à fait. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Enfin, c'est un truc qui contrebalance un peu. Je pense peut-être pas suffisamment, tu vois. Le fait que, effectivement, quand tu deviens gros, tu commences à avoir trop de moyens et trop d'influence pour t'autoréguler, etc. Ouais, exactement. Ouais. Exactement. Et on verra que c'est pas forcément le cas sur l'extraction minière, donc c'est intéressant, mais Mais tu vois, c'est intéressant, même du point de vue du contexte. Ce qu'on dit, c'est qu'en gros, dans le contexte d'un État faible, c'est intéressant d'être gros parce que du coup, tu as d'autres enjeux qui font que tu t'autorégules. C'est intéressant du point de vue de la vertu. Mais dans le contexte d'un État, on va dire, vertueux, démocratique, d'un État où tu as une réglementation assez forte, et dans ce cas-là, être gros, en fait, c'est plutôt moins bien parce que du coup, tu vas faire du lobbying et tu vois ce que... Ah ouais, je vois ce que tu veux dire, j'avais pas pensé. Ouais. Mais typiquement, sur l'extraction minière, il va dire que c'est plutôt ça qu'ils font, c'est plutôt le lobbying, parce que les accidents sont... les gens connaissent moins, peut-être les accidents sont moins impressionnants, quoique c'est moins quelque chose... on va dire, c'est pas quelque chose auquel le grand public est alerté. Donc en fait, j'ai l'impression qu'ils font un calcul, parfois ça coûte moins cher de faire des lobbyistes, ouais. Mais parfois ça coûte moins cher de faire des trucs bien. Ouais. C'est intéressant, tu vois, t'as une dynamique... Ouais, exactement. Enfin, je pense que ce qu'il faut toujours garder en tête, c'est pas avoir une vision naïve du truc, c'est que juste t'es sous contrainte de maximisation de ton profit. Ouais, c'est ça. Et juste du coup, moi je pense que quand j'étais plus jeune, j'attachais des, comment dire, je sais pas comment le dire, mais genre, je pensais que les entreprises, elles avaient un dessein, tu vois, que genre oui, ils sont méchants, tu vois. En fait, ils ont pas de dessein, tu vois. Leur objectif, c'est de faire du profit. Et du coup, en fonction du contexte et des contraintes auxquelles elles s'exposent, elles vont trouver des solutions qui sont plus ou moins vertueuses. Et du coup, il y a
faut juste se dire, faut essayer de se placer dans un contexte un peu amoral, quoi. C'est juste, elles font des calculs, quoi. Et il y a des endroits où tu arrives à construire un environnement qui fait que le calcul qu'elles font, il est vertueux pour ta société. Et tu as des endroits où juste tu n'arrives pas à créer cet environnement-là et le calcul qu'elles font, c'est qu'elles te poutrent. Non, mais c'est vrai. Et du coup, tout l'enjeu, c'est de créer un environnement qui font que elles n'ont pas d'autre choix que de. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est intéressant, oui. Mais je pense que j'étais un peu comme toi. Je me disais, ouais, ils ont Bah oui, mais même, donc je vais faire la partie bisounours, mais même dans ce que tu dis, tu vois, quand elles ont le choix de faire un truc pour optimiser leur profit et tout, elles ont toujours le choix de faire, ok, le truc pas vertueux et plus simple, mais elles ont quand même le choix, si elles veulent, de faire le truc vertueux, même si elles y sont pas obligées et contraintes et tout. Et donc, dans mon monde de bisounours, je me dis, bah, même si je me mets dans ce contexte amoral, bah, pourquoi la morale, justement, ne prend pas à un moment le pas en disant, bah, ok, là, entre le truc vraiment de connard qui va poutrer des gens, machin, et le truc que je peux faire vertueux, bah, je vais aller faire le vertueux, quoi. Mais j'ai l'impression que c'est toujours le même argument, c'est qu'elles font pas ça parce que bah, les autres le font pas, les autres font le truc de merde. Et donc elles, si elles le font, bah, elles se font un peu niquer quelque part, forcément. Donc en fait, on retombe toujours sur la même chose, quoi. Ouais, en fait, ouais. Mais des fois, c'est ce que tu dis, Georges, quoi, en gros. J'ai fait une petite boucle pour revenir à. Donc en fait, il faut qu'il y ait des contraintes qui fait que tout le monde est obligé de se faire ces choix plus vertueux parce que en fait, ça se fera pas. Non, mais après, je pense que ce que tu dis, ça existe. Genre, il y a un certain nombre d'acteurs qui font le choix de réduire leur rentabilité potentielle ou de réduire momentanément leur compétitivité pour des raisons morales, personnelles. Je pense que ça existe. Mais je pense que c'est pas la norme, il faut pas compter sur ça. Il faut compter sur un truc qui est agnostique de la morale. Et Okay. Ouais. Et pour finir ce chapitre, parce que j'avais envie de vous... ça a aucun rapport, mais vu qu'on parle d'extraction de pétrole, j'avais une idée de start-up et je voulais vous la vendre. Non. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est que, en fait, on a tous constaté qu'un jour, il y aura plus de pétrole. Hein. C'est déjà le cas puisqu'on en extrait de moins en moins. Mais on a vu aussi qu'on avait plein de charbon. Et c'est là que j'ai eu une idée. C'est que le charbon, en fait, il y en a tellement, enfin, il y en a assez pour complètement bouillave le climat. Et donc moi, ce que je proposerais, ça serait qu'on utilise le charbon pour faire du pétrole. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc moi, au début, j'avais pensé à la technologie Power to Fuel, tu vois, où en gros, tu utilises de l'énergie pour faire du liquide énergétique. Mais en fait, je me suis renseigné, il y a un truc qui s'appelle la liquéfaction du charbon. Voilà. Et donc, ça permet de faire une hydrocarbure liquide à partir du charbon. Et ce que je me dis, c'est que, tu sais, s'il y a des gens, des environnementalistes qui viendraient te dire, oui, mais ça pour le climat, c'est pas bien, bah, ce que tu pourrais dire, oui, mais je le fais au début avec du charbon, et après, je ferai avec des renouvelables. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est la preuve de concept de la techno, c'est sur le charbon. Je fais du gray fuel, et après, ça serait du green fuel. Et c'est pas une super idée? C'est une super idée. Non, mais on est d'accord ou pas? On a passé une soirée à parler de ça. C'est Clem, elle arrivait pas à trouver la faille dans mon raisonnement. Du coup, je sais pas, je voulais écrire une lettre à Jean Covici pour lui dire, tu sais, lui proposer, mais tu sais pas, il dit tout le temps qu'on va manquer de pétrole. T'as la solution. J'ai la solution. Voilà. Comment je voulais conclure ce chapitre. T'investis, Georges? Ouais, t'investis dans ma startup ou pas? Non, j'investis pas. Non, mais ça va devenir du green fuel. C'est oui, déjà, c'est le green fuel en devenir. C'est le green fuel. Mais je suis sûr qu'on va faire ça. Là, tu viens de donner l'idée à je sais pas qui. T'imagines, c'est à cause de moi que. Mais oui, ça se peut. Un ingénieur un ingénieur révolutionne. Toutes les compagnies Porsche et les trucs d'avion, ils vont être trop chauds. Ouais. On va faire un short avec ce truc-là, ça va être partagé. Ça va faire le tour de la Terre. Donc, là, on va parler d'un secteur où les gens sont beaucoup moins sensibilisés, c'est ce qu'on disait, sensibilisés, et qui est très très sale. Et donc, c'est les mines. Ça te fait rire. Okay. Non, mais... En plus, là, on enregistre le matin pour une fois. Donc, et pourtant. Normalement, voilà.
J'avoue que sur les mines, je me Toi, faisais tu la sais remarque quoi? tout à l'heure. Tu sais quoi sur les mines? Pas grand-chose. Et je me faisais la remarque, en fait, je sais pas grand-chose. Et en plus, j'ai l'impression que c'est un truc d'un ancien temps, tu sais, où on entend... parce que, par exemple, en France... il n'y a plus beaucoup de mines, mais il y en a eu beaucoup à un moment, et t'entendais les mineurs, je pense que t'entendais beaucoup plus parler d'accidents un peu hardcore, tu connaissais forcément des gens qui avaient... c'est d'un ancien temps de polluer chez soi, quoi. C'est d'un ancien temps de polluer chez soi. C'est drôle. Non, mais c'est, tu vois, à nouveau, c'est très naïf, mais le fait que ça ait, entre guillemets, disparu, enfin oui, ça n'existe plus en France. C'est chez les pauvres. Bah non, mais en fait, du coup, j'ai l'impression que ça n'existe plus du tout. Tu vois, c'est vraiment le biais mais c'est une très bonne de intro, distance là. Et du coup, bah voilà, je sais pas grand chose. C'est une bonne intro parce que je pense qu'il y a. Bon, les gens se disent pas ça forcément ça, mais peut-être dans l'inconscient, oui, c'est ça. Il doit avoir une sorte de truc qui ressemble à ça. Donc c'est l'industrie numéro 1 en pollution toxique aux US par exemple. Donc ça représente 50% de la pollution toxique industrielle. Pollution toxique, c'est quand tu as une eau, un sol ou un air contaminé qui devient de ce fait nuisible ou délétère, c'est une pollution toxique. Et donc il nous dit que la moitié des rivières aux US ont leurs sources polluées par des pratiques minières, ce qui est pas mal quand même. Et donc c'est quoi les problèmes environnementaux de ces mines? Bon, t'as un truc assez basique qui est le fait de retourner et de creuser le sol. En particulier, tu sais, quand le minerai il est à la surface du sol, tu dois faire ça sur une énorme surface, du coup. Mais ça crée une espèce de zone morte gigantesque, en fait, tout simplement. Ça, mais quand tu dis gigantesque, t'as des ordres de grandeur de... Ouais, donc c'est assez gigantesque, du coup. C'est profond de plusieurs centaines de mètres, donc plusieurs tours Eiffel. Juste pour bien, voilà. Et c'est sur 1, 2, 3 km de largeur. Donc moi j'ai du mal avec les kilomètres de largeur. Donc juste Paris, c'est 9 km par exemple du nord au sud. Voilà, donc là on parle de 1, 2, 3 km, ça commence à être sympa, quoi. Et donc... Et genre juste, du coup, la terre, elle devient morte. Juste c'est un trou, quoi. Enfin, il n'y a plus rien, c'est fini, ouais. Et même quand l'exploitation est terminée, après, c'est... Parce que ça se termine, une exploitation. Non, mais justement, ça, on va en parler. Mais c'est vrai que tu te dis, j'ai fait un trou, tu pourrais dire naïvement, je peux le reboucher. Bon, après, tu vas te dire, ok, avec quoi? Mais donc là, la réponse c'est avec rien, du coup, puisque tu vas pas le faire. Mais oui, mais soit je peux le reboucher, soit je peux le revaloriser ultérieurement quand l'activité minière est finie, tu vois. Non, mais exactement. En fait, et ça c'est un truc qu'on va beaucoup dire sur ce chapitre, c'est que tu peux toujours faire plein de trucs. Mais en fait, c'est des ordres de grandeur qui sont tellement immenses que. En argent. Mais non, mais t'imagines genre plusieurs tours Eiffel et plusieurs kilomètres de. Enfin, juste. Non, j'ai du mal à donné, imaginer. voilà. Oui, tu peux. Mais voilà, à un moment, il faut aussi être réaliste. Donc ça, c'est assez, on va dire, direct. Enfin, c'est pas, on arrive à imaginer et on se dit que c'est pas forcément très sale et c'est pas forcément très grave. Mais en fait, tu vas avoir des trucs plus pernicieux que moi je connaissais pas, qui est typiquement la pollution de l'eau par le minerai lui-même et ou par les produits chimiques utilisés pour extraire le minerai. Donc typiquement, il faut savoir que le cuivre, cadmium, plomb, mercure, zinc, arsenic, antimoine, sélénium, pour ne citer que, dans l'eau, c'est toxique. Et donc comment ça marche cette pollution de l'eau? Tu as un phénomène, par exemple, ça il faut retenir, c'est hyper important, ça s'appelle le DMA, le drainage minier acide, et qui est en fait une réaction chimique entre les minerais contenant des sulfites qui vont se retrouver en contact avec de l'air et de l'eau, la pluie, d'accord? Et donc ce truc-là, ça va former de l'acide sulfurique avec une haute concentration en métaux lourds, et ça va se déverser dans les rivières, dans les nappes phréatiques. Donc en gros, moi je l'imagine, tu vois, comme une zone minière qui transpire des polluants en permanence parce que c'est en contact avec l'air, la pluie, tout ça. Enfin, moi c'est le dessin un peu cartoonesque que je me fais dans ma tête. Et en fait, c'est assez facile de comprendre que c'est ingérable, quoi. Enfin, en fait, t'as creusé ton trou, il est gigantesque, et genre il pleut dessus, et ça fait de l'acide sulfurique. L'acide sulfurique, imbibé de métaux lourds, parce que si je comprends bien, l'acide sulfurique il sert à séparer les métaux lourds de la roche. Donc c'est juste ingérable, quoi. Mais c'est le fait que
parce que tu as dit, c'est une terre qui contient des sulfites ou sulfates ou je sais pas quoi. Ouais. Mais ça, elle contient ces sulfites, sulfates parce qu'elle a été exploitée ou de toute façon elle en contient et donc quand il pleut. Enfin, tu vois, si de toute façon ce phénomène a lieu, même si on n'exploite pas la mine, je vois pas le. Non, mais pour moi, c'est les minerais qui contiennent des sulfites naturellement. D'accord, mais eux, ils sont pas exposés à l'air et à l'eau tant que t'as pas. Voilà, c'est ça. Ah, okay. Exactement. Et donc là, tu crées un énorme trou, tu les mets à l'air et à l'eau, et donc ce truc-là, il saigne des cochonneries. Il transpire des quoi, c'était mieux. Et donc voilà, donc ça, il pleut sur la mine, et l'eau devient, vous chercherez sur internet, donc DMA, l'eau devient rouge ou bleue, donc c'est super joli, et suit son cours jusqu'à la rivière la plus proche, la nappe phréatique la plus proche. Et je suis même pas sûr de comprendre comment tu peux gérer ça, parce que ils disent ouais, tu peux le recouvrir éventuellement, rééquilibrer le pH, genre what the fuck, enfin, tu mets un autre truc. Ouais, tu as un autre truc. On a vu le film Acide avec Clem, c'est le film où en gros ils disent je sais pas, à cause du réchauffement, à cause de la pollution, il y a des pluies acides et tout, ouais, c'est bonne ambiance. Ah, je savais pas qu'il y avait un film comme ça. Ouais, si. C'est au ciné là? Non, c'est en VOD maintenant, il était au ciné. Enfin, si vous avez. Ouais, il était au ciné. J'ai cru que c'était un peu de plateforme. Clem, t'as kiffé ou pas le film Acide? T'aurais eu te tirer une balle à la fin. C'est un peu badant. Globalement. No spoilers, mais voilà, vous allez pas. Toi aussi, quand même, il n'y a pas que moi qui ai été déprimé, quoi. Non, mais c'est pas un film qui est uplifting, tu vois. Enfin, c'est pas à la fin, tu fais c'est pas un feel-good movie. Voilà, donc Acide. Donc déjà, ça, c'est quand même un truc, tu te dis, mais c'est ingérable. Et en fait, le reste des problèmes environnementaux, ça réside dans le fait de se débarrasser également de toutes les cochonneries qu'on a créées, parce que, pour bien comprendre, typiquement, tu sais, je sais pas si vous avez conscience des ratios de minerais entre la roche et le minerai, mais c'est pas beaucoup. Donc l'or, c'est quelques grammes par tonne de roche, l'uranium, c'est 0,2%. Enfin, globalement, en gros, je sais pas si faut se rendre compte que tu vas prendre une tonne de roche, tu vas en faire de la farine. Vraiment de la farine, hein. Oui. Genre, déjà, la quantité d'énergie pour faire ça, faut un espèce de mixeur de l'infini, quoi. Tu vas faire passer des produits chimiques dedans. Donc ça, c'est toi, pour le coup, là, c'est toi qui ajoutes des produits chimiques. Pour continuer pour pouvoir pour extraire le minerai. Pour séparer les trucs. Pour récupérer ton minerai. Et en gros, tu récupères ton minerai et tu te retrouves avec une espèce de tonne de farine chimique boueuse dégueulasse. Et tu fais, voilà, j'en fais quoi de ça? Maintenant, j'ai de l'or. Voilà. C'est ce qu'on appelle les résidus miniers. Et à votre avis, on les met où? Nulle part, du coup. Ouais. On les laisse là, non? Il y a plusieurs stratégies. Dans l'océan. Voilà. Plusieurs stratégies. Alors, dans certains pays, tu as le droit de les jeter dans la rivière ou dans les océans. Ça c'est quand même le mieux. Et sinon, juste on en parlera après. Ouais, tu les mets derrière un barrage et t'attends que le barrage il lâche, quoi. Globalement. Le barrage, le barrage, il est censé rester là éternellement, quoi. Tu les mets dans un lac, en profondeur, dans un lac derrière. Non, j'ai pas compris ce que tu c'est quoi le barrage? Non, mais le barrage d'une rivière. Tu mets un barrage, ouais. Donc ça te fait une sorte de crique, quoi. Ouais. De ce que je comprends, hein, et tu mets toutes tes boues là-dedans. Ok. Voilà. Et t'attends. Et après, tu fais yalla. Mais je comprends pas. Oui, non, mais c'est dégueulasse. C'est voilà. Non, mais attends. Ouais, ok, je crois que j'ai pas compris. Donc dans ta mine, quoi, tu mets un barrage. C'est-à-dire près de ta mine, t'as un endroit où tu stockes ces trucs-là. Ouais, tu crées un truc de stockage, ouais, tout à fait. Et donc voilà, tu vois, typiquement en Nouvelle-Guinée, encore une fois, la mine de cuivre à Panguna, là, le résidu minier était directement relâché dans la rivière, créant des impacts environnementaux monumentaux. Et lorsque le gouvernement a échoué à réguler, il y a eu une énorme guerre civile, des milliers de morts, la mine a fermé, les investisseurs occidentaux ont perdu leur investissement. Encore une fois, c'est ça qu'on disait, faut pas faire chier les gens. La mine d'or de Lihir, qui rejette ses résidus miniers dans l'océan grâce à un tuyau qui les rejette en profondeur. Donc eux, ils disent que c'est pas grave. Voilà. En tout cas, on sait que si tout le monde faisait ça, il y aurait un problème. Et la mine Grasper Herzberg de cuivre et d'or qui relâche. C'est toujours en Nouvelle-Guinée, ça? Je crois. Okay. Oui. Qui relâche ses résidus miniers directement dans la rivière Mimica, donc la fameuse rivière Mimica.
Et donc, ça, c'est la meilleure technique. Mais sinon, tu construis un barrage et tu les stockes derrière. Donc, on appelle ça des bassins de résidus ou des terrils. Et de ce que je comprends, c'est éternel. Tu le laisses alors, encore une fois, il y a des techniques pour s'en débarrasser. Ouais. Genre, déshydrater la boue, je sais pas quoi. Mais c'est des quantités, ça n'a aucun sens, les quantités. Donc, tu vas pas déshydrater 4 tours Eiffel de boue. Bref. Mais c'est ça, mais un terril, genre, tu peux pas le recouvrir et genre faire un parc dessus. Bah voilà, c'est apparemment si tu peux assécher, remettre la terre par-dessus, mais en fait... En gros, ça a un coût et du coup, il y a 1% des exploitations qui le font, quoi. Là, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'infos. Il n'y a pas d'infos là-dessus sur les pourcentages, et même je pense que ça serait très intéressant parce que ces célèbres visites, elles datent. Mais en gros, il faut se voir, c'est ce que dit aussi Aurore Stéphan, là, sur Tinkerview, c'est que c'est des forces... elle a dit des forces telluriques. C'est des trucs, c'est ingérable. Enfin, même, tu fais ton trou gigantesque, il pleut dessus, tu peux pas le reboucher avec ta boue parce qu'elle est dégueulasse. En fait, là, j'essaie de peindre le tableau du truc pour qu'on comprenne à quel point c'est absurde, en fait. On peut pas faire un parc d'attractions dans la boue. Mais non, parce que de toute façon, c'est un peu dégueulasse. Enfin, dès qu'il pleut dessus, ça fait de l'acide sulfurique. Voilà. Donc, faudrait... Voilà, donc en termes de rupture des barrages, il y a des accidents célèbres. Donc en 98, la mine d'Aznalcóllar en Espagne, rupture d'une digue de retenue du bassin de résidus miniers, donc, qui a libéré environ 5 millions de mètres cubes de boue toxique et d'eau acide dans les rivières environnantes. Voilà, 5 millions de mètres cubes. Je vous ai pas menti. Voilà. Baia Mare en Roumanie, survenu en 2000, rupture d'un barrage de bassin de résidus de la mine d'or et d'argent de Baia Mare, 100 000 mètres cubes d'eau contaminée et environ 100 tonnes de cyanure, ainsi que des quantités significatives de métaux lourds sont déversées dans les rivières locales, notamment dans la rivière Tisa et plus loin dans le Danube. Le Danube, on connaît. Affectant gravement la vie aquatique et posant des risques pour la santé humaine. Et donc, forcément, il dit... souvent les barrages sont faits pour pas cher, et donc ils cèdent, et donc c'est une catastrophe environnementale. Et alors, lui, il recense un barrage qu'il lâche chaque année dans le monde. Aurore Stéphan, il dit, il y en a 6 par an, et c'est uniquement ceux qu'on connaît. Ça vous donne un petit peu l'ordre de grandeur du truc, quoi. Mais du coup, ouais, en fait, c'est comme pour tout. Non, mais ce que je me demande, c'est que genre... En gros, c'est qu'il y aurait des moyens de faire ça de manière moins polluante ou de manière plus pérenne, mais c'est juste que ça coûterait super cher, quoi. En fait, tu vois, c'est toujours la même chose. Oui, tu peux la traiter, ta boue, oui, je pense. Non, tu vois, c'est toujours la même chose sur ces sujets. Genre, en gros, t'as soit, genre, ça se fait, mais ça coûte beaucoup plus cher, soit juste, on sait pas faire. Ça existe aussi, tu vois. Et mais je trouve qu'il y a aussi un moment où je trouve que aussi on a le droit de dire qu'on sait pas faire, qu'en gros c'est ingérable. En fait. Ouais. Alors, tu peux faire un dessin et dire si je veux pas que la pluie tombe dessus, je vais faire une bâche autour du truc et la bâche elle va être en carbure de je sais pas, enfin tu vois, mais au bout d'un moment. Oui, en gros, enfin tu peux considérer qu'à partir d'un certain niveau de coût et de complexité, ça équivaut à je sais pas faire, quoi. Ouais. Je pense. Ouais. Non, mais en fait, j'essaye de voir qu'est-ce qu'on tire comme conclusion de ça. Enfin, genre, en gros, la conclusion, c'est que globalement, il y a un certain nombre de matériaux qu'on paye. En fait, c'est que si on souhaite continuer à payer ces matériaux pas chers et donc à maintenir notre pouvoir d'achat actuel, on va continuer à poutrer la nature. Et du coup, si on continue le raisonnement, c'est de dire concrètement, si on veut moins poutrer la nature, il faut un peu intégrer le coût de ces externalités-là dans le coût de production de ces matériaux-là. Et du coup, genre juste rendre les trucs plus chers, quoi. Oui, en gros, c'est ça. Et moi, j'ai une autre façon de le dire, c'est que assez récemment, maintenant, tu sais, quand je jette une carte électronique ou un téléphone portable ou un truc, j'ai un truc que j'avais pas avant, qui est, tu sais, j'ai conscience de jeter... En gros, tu sais, je prends mon téléphone et je m'imagine que je suis en train de jeter un espèce d'immeuble de roches dégueulasses, boueuses, machin. Ouais.
et tu prends conscience, quoi, qu'en gros, enfin, c'est pas un petit truc, quoi. Oui, en fait, c'est tous les trucs de genre à favoriser le réemploi, allonger la Ouais. durée de vie des produits, acheter des produits de plus grande qualité et donc plus chers, et donc issus d'exploitation plus respectueux. En Ouais. gros, ouais, c'est tous les trucs qu'on connaît et qu'on veut pas faire juste parce que c'est plus cher, quoi, et ça casse les couilles. Ouais. Ok. Mais tu vois, Ouais. enfin, Mais- typiquement, Aurore Stéphane, elle dit, l'or, ça la rend folle parce que, en gros, juste on le stocke Oui, ça sert à et on rien. n'en fait rien. Et enfin, il dit, il y en a 5% qui est utilisé industriellement. Ouais. Mm. Et genre, et oui, juste, enfin. Mais on le stocke, tu veux dire les gens qui ont des lingots d'or chez eux? Oui, bah c'est faible. C'est une réserve de valeur, quoi. Oui, c'est une Ah oui, réserve de des valeur. bijoux hein. et tout. Ouais. Donc, Et mais là, du coup, parce que je me dis, en fait, c'est quand même ouf l'enjeu qu'il y a derrière le fait de savoir nettoyer. Enfin voilà. start-up. Non, mais c'est ça. Mais ma question est celle-là, mais j'imagine Macron. qu'il en parle pas. Et je sais pas si Aurore Stéphane il en parle, parce que je me dis, est-ce qu'il y a des équipes de recherche qui bossent sur des solutions viables à grande échelle, du coup, des gens qui réfléchissent à ça, parce que bah moi, je suis dans le domaine scientifique, mais dans un autre domaine, tu vois qu'il y a beaucoup d'argent qui est mis pour développer des technologies. Je me dis, mais est-ce que ce truc-là, qui, je pense, est moins sexy que d'autres domaines, est-ce qu'en fait, il y a de l'argent qui est mis pour bosser là-dessus, quoi? Bah ouais, je vous invite à regarder. Donc, je vais vous donner le nom exact. Donc, Aurore Stéphane, elle bosse à Systext. Ouais, Systext. Et donc, j'ai l'impression que Systext, c'est ça, un organisme ouais, qui s'intéresse à ce genre de questions. Apparemment, elle a l'air de se déplacer dans les mines, éventuellement d'essayer de les aider si ça va pas. Voilà. Donc, peut-être intéressez-vous à Systext si ça vous intéresse, quoi. Ouais, et puis je pense que t'as plusieurs axes de. Enfin, tu sais, en gros, tu te dis genre, ok, il y a un problème de réchauffement climatique, il y a un problème de genre réduction de la biodiversité / poutrage de la nature, tu vois. Comment on le résout? Où est-ce que j'alloue mes moyens? Et je pense que t'as un sujet, c'est j'alloue mes moyens en mode technosolutionniste, en gros, que pour faire en sorte que les unités de production actuelles, elles émettent moins, elles polluent moins, quoi. En gros, donc c'est ce que tu es en train de dire. Et tu pourrais aussi dire, bah, je mets mon argent pour, à d'autres niveaux de la filière, pour par exemple favoriser le réemploi, ou pour accroître la durée de vie des produits, ou pour faire en sorte que les choses se réparent plus facilement. En fait, pour un problème donné qui est que on pollue ou on détruit l'environnement, tu peux avoir plusieurs types de solutions, et je pense que c'est ça le combat aussi entre les décroissants ou les sobres et les technosolutionnistes. Les technosolutionnistes, ils vont dire, bah, pas besoin de modifier notre mode de vie, on va rendre les unités de production plus vertueuses, et du coup, on va pouvoir continuer à produire. Et t'as d'autres qui disent, bah non, on va pas pouvoir continuer à produire, il faut concentrer nos efforts sur la modification de nos modes de vie. Et donc, le réemploi, la réparation. Tu vois, en fait, je dis ça parce que je me faisais la réflexion récemment. Je sais pas pourquoi, moi, j'ai un truc naturel, genre, j'aime pas gaspiller, tu vois, je sais pas, j'ai une sorte de truc bizarre. Enfin, même le fait de jeter un objet, je suis là, genre, ah, il existe et tout, pourquoi on le jette, tu vois, bref. On s'en fout, j'ai une sorte de toc chelou là-dessus, tu vois. Mais tu vois, et en gros, je me faisais la réflexion de genre, pourquoi c'est chiant pourquoi je répare pas assez, ou pourquoi je fais pas assez de seconde main, etc. Parce qu'en fait, aujourd'hui, concrètement, d'allonger la durée de vie de quelque chose, soit en le revendant en seconde main, soit en le réparant, en fait, ça te prend beaucoup plus de temps et d'argent, potentiellement, que juste acheter du neuf, tu vois. Oui. Et donc, aujourd'hui, en fait, tu te pénalises si tu fais ça. Après, tu peux en tirer des avantages moraux, etc. Mais concrètement, tu te pénalises, tu vois. Aujourd'hui, la société, elle pénalise ces comportements-là. Et du coup, voilà, tu pourrais dire, je pourrais ne pas le faire, bref. Ouais. Et juste, enfin, moi j'ai une anecdote, ça m'a marqué, c'est-à-dire qu'à un moment, tu vois, la machine à laver qu'on a, ça fait pas mal d'années qu'on l'a. Tu vois, on aurait pu la changer. Et un jour, on a démarré la machine et tu vois, il y avait de l'eau partout dans la salle de bain. Et donc c'est hyper relou. Ouais. Donc tu nettoies, tu la redémarres encore une fois, il y a encore de l'eau partout dans la salle de bain. Tu commences à avoir envie de t'ouvrir les veines.
Et en gros, ouais, il est temps d'en racheter une, quoi. Et en fait, je sais pas pourquoi, on a eu le réflexe, on a ouvert le capot, on a regardé. Et c'était pas évident à voir, hein, c'était un peu en dessous, fallait se contorsionner. Mais juste le tuyau de la machine, à force qu'elle tremble, il était juste sorti du trou. Ouais. Et donc, avec la main, il suffisait de prendre le tuyau et de le remettre dans le trou. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, Donc, il n'y avait même pas de clé à molette à sortir, ni rien du tout. On était à ça de changer de Non, mais tu vois, machine. et en gros, on était Parce à qu'on est deux doigts de tous. changer de machine parce que, je sais pas, tu sais, elle fait de l'eau partout, c'est casse-couille. Et on comprend pas. Alors, juste, c'était un putain de tuyau qui était sorti du trou. Donc, en fait, quand tu te dis, tu sais, la quantité de déchets que tu viens de jeter pour rien, Ouais. en fait, enfin, ça fait réfléchir quand tu te poses. Ouais, mais c'est ça, c'est qu'en fait, genre, je pense qu'aujourd'hui, en gros, dans les pays à fort niveau de vie, en fait, ce qui est le coût de la main d'œuvre, c'est ce qui est cher, c'est la main d'œuvre, c'est le temps humain. Ouais. Et du coup, par transitivité, réparer, c'est super cher, Ouais. parce que ça réclame du temps humain. Mm. Et à l'inverse, dans la production du neuf, aujourd'hui, on n'internalise pas les coûts écologiques, donc le neuf est pas cher. Et donc en fait, c'est ça qui fait cet état de fait, c'est que le prolonger la durée de vie, c'est cher parce que le temps humain est cher, et acheter du neuf, c'est pas cher parce qu'on n'intègre pas les externalités négatives. Et donc tu vois, faut essayer de corriger ces deux trucs-là. Donc en gros, de subventionner la réparation et d'internaliser le coût de la pollution pour essayer de faire en sorte que ça s'équilibre et que du coup, on ait plus envie de réparer. Tu vois, là, dans ton cas, bon, il se trouve que tu as trouvé la solution tout seul, tu vois. Non, mais justement, même justement, j'allais te dire, parce que ça m'a pris quand même toute la matinée. Ouais. Et en fait, bah, ça me casse les couilles, tu sais, c'est le week-end, j'ai que ça à foutre, en fait, de passer toute la matinée avec la machine à laver, en fait. Donc, il y a un coût humain qui est important par rapport au fait de racheter une machine, ouais. Et genre, moi, je sais pas, j'ai pas d'exemple d'article, mais il y a plein de fois où, genre, juste. En fait, c'était 1000 fois moins cher de juste rentrer sur Amazon, acheter le truc. Le lendemain, il est livré, que d'aller me faire chier, de l'amener chez le réparateur. Enfin, bref, en gros, juste, c'était vraiment pas, du point de vue de la pure optimisation de ton temps et de ton argent, c'est absolument pas rentable, tu vois. Ouais, mais tout ça, c'est un peu à cause d'Amazon quand même, non ? C'est à cause d'Amazon. Bah ouais. Là, et après, il y a une filière qui se développe. Pour l'électroménager, tu as une boîte qui s'appelle Murphy. Ouais, je connais pas. Startup. Qui pour le coup fait ça en fait. Ils font de la réparation d'électroménagers et de la revente d'électroménagers seconde main. C'est comme Back Market, tu vois. Back Market, c'est pour Back Market, c'est pour les smartphones, tu vois. Bah eux, ils développent ça sur le gros électroménager. Ok. Et à Paris, t'as des repair cafés aussi maintenant, j'avais vu. Donc t'amènes ton truc et si il suffit de ressouder 3 trucs, bah ils te le font. Ouais, mais ça se développe en banlieue aussi. Là, j'en ai entendu parler de plusieurs. Non, bah c'est bien. Dans les communautés universitaires aussi, ils font des trucs. Mais tu vois, mais le problème de ces trucs-là, c'est des trucs de gens qui ont le temps, quoi. Non, mais c'est des trucs de chômeurs ou de gens qui ont pas de famille, tu vois. Non, mais c'est pas pour les stigmatiser, tu vois. Ou de gens super motivés, super vertueux et super altruistes, tu vois. Mais en gros, genre concrètement. Même aller au Repair Café, tu vois, c'est déjà. C'est le truc, tu vois, il y a que d'étudiants, il y a que des étudiants. Enfin, je sais pas, peut-être j'exagère. Je sais pas, moi j'ai pas. Non, mais je vois ce que tu veux dire quand même. Mais je suis d'accord. Mais en fait, le truc aussi qu'on n'a pas dit, c'est que tu as un phénomène aussi que, tu sais, on parle de grammage de minerais dans la tonne de roche. En fait, tout ça, c'est en train de diminuer exponentiellement, en fait. C'est-à-dire que, si aujourd'hui il y avait 2 grammes pour une tonne, demain il y en aura 0,2 pour une tonne. Donc ça diminue exponentiellement. Et donc la quantité de déchets augmente aussi exponentiellement. Donc à un moment, ça va devenir une bonne idée de pas jeter le truc systématiquement. Et aussi, moi, ça me fait penser au nucléaire, parce que tu sais, souvent on se dit ouais, les déchets nucléaires et tout, bah là, ouais, tu vois. Tu veux dire les déchets d'extraction de l'uranium? Non, ce que je veux dire, c'est que souvent dans le nucléaire, t'as un débat sur les déchets. Oui, quand tu fais la comparaison avec ça. Oui, c'est qu'en gros, ça te calme tout de suite, quoi. Oui, ça te calme sur le fait que les déchets nucléaires, ça va en fait, c'est géré, c'est pas aussi risqué, c'est pas aussi l'impact environnemental est plus faible, beaucoup plus faible. Après, les gens ils vont dire oui, c'est du whataboutisme, mais non, je suis pas d'accord. Enfin, c'est pas du whataboutisme. À un moment, faut être cohérent avec ce que tu tolères et ce que tu tolères pas, quoi. Et donc, pour finir, il y a une autre pratique, c'est la dernière, qui s'appelle la lixification en tas. Et donc apparemment c'est une technique qui consiste à faire un tas de roches énorme que tu mets sur un tapis et tu fais couler des produits chimiques dessus et en fait tu récupères le produit chimique en bas avec le minerai. Voilà.
Et donc évidemment, ça aussi c'est une catastrophe puisque tu fais couler du produit chimique sur un énorme tas de roches. T'es pas très bien sûr de pas réussir à éviter de contaminer les eaux souterraines, les rivières, les sols, rendre complètement les sols morts, tout ça. T'as une libération de gaz toxiques dans l'atmosphère aussi, notamment dioxyde de soufre avec cette méthode. Et donc voilà. Donc c'était pour boucler la boucle. Et comment est-ce que, à votre avis, les mines évitent de payer tous ces coûts? Eh bien, elles font la technique popularisée par l'émission de Julien Courbet, qui est qu'elles ne payent pas. Donc, parce que oui, un épisode sur 2 de Julien Courbet, c'est un gars qui dit « T'inquiète frère, je vais te faire une piscine ». Et il prend l'argent, mais il fait pas la piscine. C'est la technique ancestrale. Souvent, il fait le trou. Et voilà. Et même sur Twitter, mais ne fais pas le trou. Ouais. C'est juste pas qu'à faire. Donc voilà. Donc ils font cette technique-là. Donc les mines évitent les coûts souvent en déclarant faillite et en transférant leur possession vers d'autres entreprises. En général possédées par les mêmes individus. Donc la technique Julien Courbet. Et je peux vous donner des exemples. Donc la mine d'or de Zortman Landusky dans le Montana, opérée par Pegasus Gold, des Canadiens encore. On aime bien les noms. C'est encore des Canadiens. Ouverte en 1979, à l'origine d'une longue série de fuites de cyanure, écoulement et DMA, là, drainage minier acide. Le gouvernement ne demandant aucun test de drainage minier à l'époque. En 95, le gouvernement finit par leur dire qu'il commence un petit peu à abuser et Pegasus paya 36 millions pour régler ses litiges. En 98, seulement 15% de la surface de la mine avait été recouverte. Les directeurs se sont votés 5 millions de dollars de bonus. Normal. On a transféré les possessions qui avaient de la valeur à Apollo Gold et on a déclaré banqueroute. Voilà. Donc banqueroute, ça fait du Ouais. coup on paye pas nos Mais- je sais pas quoi là, nos amendes. J'avoue quand même que plus je regarde Julien Courbet, plus la stratégie de déclarer banqueroute, je me dis mais comment c'est quoi c'est quand même c'est comment ça marche, c'est quand même le cheat code ultime. Enfin, J'avoue. s'il y a quelqu'un qui sait nous expliquer dans les commentaires, parce que ça me paraît quand même un peu facile. Mais bon, du coup, oui, je suis quand même très surpris que tu aies le droit de faire ça. Et donc le gouvernement a alors dépensé 52 millions de recouvrement de surface, ce qui n'inclut pas le traitement des eaux à perpétuité, évidemment, puisque tu as le drainage acide, qui va coûter beaucoup plus. Voilà. Et donc le traitement des eaux à perpétuité est valable pour 10 des 13 mines du Montana. Donc là c'est bien, ça donne un peu des ordres de grandeur sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur qui est concerné, quoi. Voilà. Il cite un autre exemple dans le Colorado où la mine a déclaré banqueroute aussi. Et a quitté les lieux en 1 semaine. Et le nettoyage a coûté 180 millions au gouvernement, qui n'avait demandé que 4,5 millions en chèque de caution à la mine. Donc ça, c'est un autre truc. Tu demandes un chèque de caution à la mine, mais c'est la mine qui estime à combien elle doit payer le chèque de caution, bien sûr. Parce que l'État n'a pas que ça à foutre. Donc voilà, ils ont estimé à 4,5 millions. L'erreur est humaine. L'erreur est humaine. Voilà. Donc on estime à 12 milliards de dollars aujourd'hui ce que le contribuable doit payer aux US en réparation pour les mines. Et fun fact, tu peux aussi prendre une assurance pour assurer ta mine, mais l'assurance aussi elle fait le no pay challenge. Elle dit ouais, en fait on va pas payer. Donc pourquoi Attends, parce que qui prend l'assurance? La mine. La mine, ok. La mine. Elle fait ouais, j'ai pris une assurance et tout. Et après elle fait moi maintenant c'est la merde, faut que l'assurance elle paye. Et l'assurance elle fait ouais, je vais pas payer. Et le gouvernement ils font on veut bien que vous payiez et tout, et ils font ouais non. Ils font donc la technique c'est de donner une offre de merde et de dire soit vous prenez ça, soit on part en justice pendant 10 ans. Ouais. Voilà. C'est la technique ancestrale du no pay challenge. Donc je sais pas si ça illustre un petit peu parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire comment ça se fait. Voilà comment ça se fait. Voilà. Ouais. C'est rigolo. Ouais, j'avoue, non, mais c'est compliqué ces trucs-là. J'essaie de me réfléchir, genre comment tu ferais pour pas éviter ça, etc. Non, mais tu vois, le sujet de banqueroute,
Un des moyens d'éviter ça, c'est effectivement soit de prendre des cautions genre à la hauteur du truc. Ouais. Mais dans ce cas-là, potentiellement, tu peux avoir moins de gens qui répondent ou plus d'autres gens qui répondent à ton 180 millions de cautions, oui. Ouais. Ou sinon, tu peux juste dire je vais traiter qu'avec des entreprises fortement établies. Ouais. Et du coup, c'est pas des petites boîtes qui sont liées à une mine qui vont permettre de faire faillite, tu vois. Genre, si t'es multi-mine ou si t'es multi-endroit, bah, tu peux pas dire je fais faillite, tu vois, parce qu'en fait, tu niques tes autres mines, tu vois. Ouais, du coup, là, ils avaient l'air de trouver une technique pour transférer leur truc à quelqu'un d'autre. Mais... Oui, mais c'est à une autre entité juridique, tu vois. Ouais, d'accord. Et en gros, j'en sais rien, je suis pas expert, mais tu pourrais imaginer un truc de quand ton entité juridique elle est suffisamment vaste, elle a des activités dans suffisamment d'endroits, bah elle peut pas disparaître du jour au lendemain parce qu'elle se nique en fait. Voilà, en fait, ce que tu dis, ça me fait penser au nucléaire, dans le sens où le nucléaire, on dit souvent, ça peut pas être des acteurs privés. Ouais. Là, c'est pareil, quoi. Ouais. Juste, tu vois. C'est pas Il gérable. faudrait que les exploitants de mines dépendent de l'État, tu veux dire? Bah oui, ou alors, tu vois, comme avec le nucléaire, où en gros, on considère que les frais à avancer sont tellement grands qu'en fait, c'est pas gérable. Oui, en fait, tu dis, ouais, c'est trop intensif en capitaux et c'est trop risqué du point de vue de l'environnement. Oui. Et du coup. Et aussi, quand t'es l'État, tu peux pas te permettre de tout souiller et de faire YOLO, quoi. Enfin, ça dépend quel État, mais oui. Oui, non, mais d'accord, mais tu peux pas faire faillite et faire des autres. Non, mais. Donc, bref. Oui, bah oui, ça serait un des moyens aussi, quoi. Mais donc, tu vois, ils nous disent les mines, c'est un bon exemple de business qui, par ses pratiques, c'est attirer les foudres du public jusqu'à extinction, en fait. C'est ce qu'on dit, on n'en voit plus aujourd'hui dans nos pays. Voilà. Et donc. Oui, je vois. Oui, mais le truc, c'est jusqu'à l'extinction, en gros, on utilise toujours les matériaux, quoi. C'est juste qu'on a délocalisé le truc. Oui, on a délocalisé. Et du coup. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, c'est pas vrai que ça existe plus. C'est juste que c'est dans d'autres endroits. C'est chez les pauvres. Bah, en fait, c'est juste ça, c'est qu'on a trouvé un substitut qui nous arrange bien. Le substitut, c'est qui consiste à niquer les pauvres. À pas le mettre chez toi. Exactement. Astuce chez vous en bas de votre écran. C'est ça. Autre idée de start-up. Avant la banqueroute. Ouais. Mais tu vois, c'est pas une solution. Ouais. Donc ouais, les raisons, c'est moins de marge, donc c'est pas très profitable, c'est pas très fiable, tu peux pas trop estimer si ta mine va être profitable parce que tu connais pas les quantités de minerais à l'avance, parce que faut creuser. Ça pollue énormément et pendant longtemps, et beaucoup. C'est moins cher pour le coup de payer des lobbyistes. Et un point intéressant, c'est que c'est difficile à boycotter. Parce que les compagnies pétrolières, c'est facile à boycotter, juste j'imagine que tu prends pas ton essence à la pompe qui t'arrange pas. J'imagine que c'est ça qui se cache derrière ce qu'il dit. En tout cas, c'est quand même plus facile de boycotter une compagnie pétrolière que Pegasus Gold qui a mis 3 grammes d'or dans ton iPhone. Enfin, tu vois, c'est ingérable. Et donc, voilà. Il dit que... Ah oui, celui-là est drôle. Il dit que le CEO et directeur d'une entreprise majeure de mines aux US croit que Jésus va revenir d'ici quelques années et donc que c'est pas grave de tout polluer. Il est solide. Celui-là est solide. Voilà. Alors, c'est pas la première fois que je l'entends, hein. C'est assez triste, mais il y a beaucoup d'Américains conservateurs qui s'en foutent de tout souiller parce que Jésus va revenir. Putain, mais c'est le life hack. Ouais. J'adore. Et donc dans les commentaires, dites-nous, parce que apparemment, tu sais, quand t'es évangéliste... Je crois que Depardieu croit que Jésus... Et du coup, quand vous êtes évangéliste, il y a deux groupes. Il y a ceux qui croient que c'est les post-millénials. C'est une fois que le monde est détruit, Jésus va revenir. Et il y a les pré-millénials qui disent qu'il faut instaurer 1000 ans de paix. Et là, il revient. Autant vous dire que c'est plutôt les premiers qui sont en train de gagner qui ont le vent en poupe. Voilà. Donc en gros, il faut tout souiller et là, il va revenir. Voilà. Donc voilà pourquoi c'est compliqué comparé au pétrole. Voilà, c'est un chapitre qui m'a marqué quoi quand même, hein, parce qu'on découvre que c'est quand même un peu la merde, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant de se rendre compte du niveau de pollution. Moi, je me rendais pas compte du truc. Du fait que ça pollue énormément et que c'est extrêmement dur de faire ça de manière non polluante, quoi, en fait. Voire impossible. Et du coup, tu peux en tirer plusieurs conclusions, quoi. T'en tires la conclusion qu'il faut moins produire de trucs, t'en tires la conclusion que potentiellement il faut peut-être nationaliser un certain nombre de filières, t'en tires la conclusion que faut
Ouais, faut prolonger la durée de vie des choses, bref. C'est surtout intéressant d'un point de vue aussi purement égoïste, parce qu'on sent qu'on va peut-être avoir envie de rouvrir des mines chez nous. Et donc, ça permet aussi d'avoir un peu de culture sur le sujet et de se dire, ok, c'est ça que ça implique et c'est plutôt comme ça qu'il faudrait faire et plutôt pas comme ça, quoi. Enfin, ouais. Voilà. Ouais, après, tu sais, le problème de ces trucs-là, c'est que c'est très tributaire. Enfin, j'en sais rien, mais j'imagine que le marché d'un certain nombre de matières premières, c'est des marchés mondiaux. Et du coup, si toi, ta mine, elle subit des contraintes réglementaires environnementales très fortes qui font qu'elle a des coûts beaucoup plus élevés, en fait, tu peux ne pas être compétitif. Et du coup, tu vois, en fait, c'est lié à des problématiques potentiellement de souveraineté économique ou de dumping environnemental, en mode, si tu mets pas de taxes à l'entrée, en fait, ton truc, il sera jamais compétitif, donc tu pourras jamais faire. Non, mais t'as raison, mais moi, j'avais plus une vision cartoonesque de, en fait, quand tu commences à passer en dessous d'un certain grammage dans le monde, et que toi, ta mine, elle a toujours un ratio intéressant. Oui. Je me dis peut-être même avec les contraintes environnementales, ça commence à devenir intéressant de sortir des matériaux chez toi. Oui, en gros, tu veux dire... Un jour, ça va devenir intéressant. Quoi. Ouais, en gros, les courbes vont se croiser. Genre, oui, je pense. Ouais. Dans les pays moins 10 ans environnementalement, ils auront déjà extrait les trucs les plus intéressants. C'est ce que je me dis. Maintenant, ça, évidemment, ça dépend de quel matériau on parle. Voilà. Oui, c'est ça. Et puis, je pense que c'est au cas par cas. C'est ça, ouais. Peut-être ça va être ultra au cas par cas. Ouais. Peut-être qu'il y a des cas où, en fait, faire ça de manière même plus vertueuse, c'est même pas si cher que ça, si tu as les bonnes techniques. Ouais, peut-être. Ouais. Peut-être. Oui. Ouais. Tu vois, par exemple, tu sais, sur l'extraction de pétrole, tu sais, tu as les gaz de schiste. Je sais pas si c'est un exemple pertinent, mais je me rappelle, tu sais, à un moment, tu as eu la fièvre des gaz de schiste aux États-Unis. Et en fait, aux États-Unis, quand tu es propriétaire de foncier, tu es aussi propriétaire de ton sous-sol. Ouais. Donc, ce qui n'est pas le cas en France. En fait, quand tu es propriétaire foncier, tu es propriétaire de la surface, mais le sous-sol, ça reste à la collectivité. Et aux États-Unis, c'est pas le cas. Et du coup, en fait, quand tu étais à côté d'une nappe de pétrole de schiste, en fait, chaque parcelle avait intérêt à planter un puits dans son jardin, quoi. Parce que du coup, tu en tires les bénéfices, tu vois. Donc, et du coup, en fait, tu avais des zones entières qui étaient parsemées de puits à cause de cette législation de merde, tu vois. Où en gros, du coup, t'es Brian, t'as tout intérêt à avoir ton petit puits dans ton jardin parce que sinon, t'en tires aucun bénéfice, tu vois. Oui. Puis après, tes produits chimiques qui se déversent dans la nappe phréatique. Ou je exactement. Pardon, excusez-moi, no pay challenge. Non, mais tu vois, genre ça, pour le coup, c'est un exemple de... ça pollue et c'est pas moins cher, quoi. C'est juste la réglementation qui est teubée, tu vois. Alors tu vois, en France, tu vois, enfin, il y a pas nécessairement en France, mais il y a d'autres endroits où ils ont fait les trucs de manière avec des puits horizontaux, tu vois, qui font qu'en fait t'as un puits, mais tu couvres toute une distance, etc. Et du coup, genre, c'est moins cher et ça pollue moins, quoi. Genre. Ouais, d'accord. Dac. Je vous propose qu'on passe à la pêche. Allez. Et ça sera plus rapide. Donc la pêche à l'époque du livre, donc en 2005, il dit les poissons, c'est 40% des protéines consommées dans le tiers-monde et la source animale principale pour plus d'1 milliard d'Asiatiques. Ouais, j'ai regardé dans Our World in Data, c'est pas tout à fait ça, mais les ordres de grandeur sont à peu près là. Il a un peu forcé le trait. La pêche est à l'origine de 200 millions d'emplois dans le monde et la base de l'économie de pays tels que l'Islande ou le Chili. Il dit que même pour les zones de pêche au sein d'un même pays, c'est pas évident à gérer. Mais alors les zones de pêche partagées par plusieurs pays, là vous imaginez que c'est compliqué. Donc je sais pas si vous savez comment ça marche l'eau, mais est-ce que l'eau ça appartient au pays ? C'est l'eau qui est autour d'un pays, typiquement. Jusqu'à une certaine distance des côtes, et après, c'est quoi la distance ? Non, mais c'est 100 mètres ou 12 km. Ouais, voilà, vous aviez en tête un truc ultra petit. Non, en gros, ouais, c'est plutôt 370 km, donc c'est en gros Rennes-Paris, quoi. Enfin, c'est assez fat, ouais. Okay. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il nous dit que la plupart des études disent qu'avec un management organisé de la pêche au niveau mondial, on pourrait avoir encore plus de poissons que ce qu'on pêche aujourd'hui. Ça, je vais expliquer un peu c'est quoi les spots, les sweet spots. Mais que malheureusement, la plupart des pêcheries, donc on appelle ça des pêcheries, des zones de pêche, sont aujourd'hui en surpêche. Et donc surpêche, c'est quand t'as la population qui baisse.
Et donc, j'ai cherché les datas. Et donc, un tiers des pêcheries étaient en surpêche en 2017. Donc là, c'est la population qui est en déclin. Et 2 tiers sont soutenables. Et sur ces 2 tiers, en gros, quasiment toutes étaient pêchées au maximum des capacités. Quand tu es pêché au maximum des capacités, si tu augmentes, tu passes en déclin. Voilà. Et il y en avait 6% qui étaient sous-pêchés. Donc là, il fallait leur apporter la démocratie. Et donc ça, c'est pour les pêcheries. Mais quand on parle en nombre de poissons, c'est plutôt 80% des poissons qui sont pêchés sans que la population baisse et 20% qui sont pêchés avec la population qui baisse. J'avais pas forcément ça en tête. J'avais pas d'ordre de grandeur de ce truc-là. C'est plutôt rassurant. Même si ce qui est déprimant, c'est que le chiffre de 20%, il fait que augmenter. Typiquement, en 70, c'était 10% qui étaient pêchés avec la population qui baisse. Voilà. Et du coup, j'ai dit que j'allais expliquer, mais en fait, le fun fact, c'est que tu sais, si tu pêches, ça varie en fonction de la population de poissons, du type de poisson, mais tu sais, si tu pêches un certain poisson pour qu'il y en ait entre 40 et 50% de sa population, en gros, c'est là où tu as le rendement maximal. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Hein, c'est-à-dire qu'en gros, si tu veux extraire le plus de poissons possible de l'eau chaque année, bah tu sais, t'as un espèce comment on dit sweet spot en français. Enfin, t'as un espèce d'endroit optimal où il faut que tu pêches, quoi. Mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire? C'est en fait, si tu prends un exemple par l'absurde, si t'as 1 milliard de maquereaux dans l'eau, en fait, ils arrêtent de se reproduire à un moment où ils se font trop bouffer, ou je sais pas ce qui se passe. Donc c'est pas optimal d'en avoir 1 milliard. Okay. Alors que si t'en as que 200 millions, là pour le coup, c'est là où chaque année tu vas avoir le plus de maquereaux qui se reproduisent et voilà. Okay. Voilà. Alors que si je prends l'extrême de ça, bah, c'est débile de tous les pêcher et puis après il t'en reste 2 dans l'eau et puis t'es obligé d'attendre qu'ils se reproduisent. Voilà. Pour prendre un exemple, vous avez en tête ce truc de sweet spot là, c'est rigolo ça. Ouais. Rendement maximal de la pêche. Non, je savais pas. Et même le fait que 80% du poisson il est pêché de manière soutenable, je savais pas. Ouais. En fait, quand tu regardes dans Our World in Data, tu sais, pour chaque espèce de poisson, peut-être t'as des courbes qui font que baisser et qui après se stabilisent comme ça en faisant une espèce de dent de scie autour du rendement maximal en fait. Okay. C'est rigolo, hein? Ouais. Non, donc je savais pas. Donc alors évidemment pour ceux qui considèrent que c'est pas une ressource, les poissons, bah du coup le rendement maximal c'est 100%, enfin faut pas les pêcher. Voilà, donc faut le dire. Par contre, bah si tu considères que c'est une ressource, en effet c'est plutôt entre 37 et 50% de l'espèce le rendement maximal. Donc ça déjà c'est intéressant. Et donc qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah évidemment, le problème de la pêche, c'est la tragédie des biens communs. Donc, c'est compliqué de s'entendre, même si c'est pour le bénéfice de tout le monde, c'est compliqué qu'il n'y ait pas un mec qui vienne et qui pêche tout. Un autre des problèmes de la pêche, c'est, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, c'est le bycatch. C'est quand on attrape les poissons qu'on n'a pas envie d'attraper, qui vont constituer entre 1/4 et 2/3 du total d'animaux pêchés, en poids, j'imagine, sinon c'est bizarre. Et tu sais, donc, t'as des poissons qui sont interdits, donc dauphins, baleines, requins, tortues, mais t'as aussi les poissons juvéniles. Parce que si tu pêches des poissons juvéniles, bah, t'empêches l'espèce de se reproduire. Et notamment, je sais pas si vous vous souvenez, vous avez vu le Cache Investigation sur la pêche? Non, ça vous dit rien? Non. On n'avait pas vu ensemble? Si, c'est possible. T'avoue que je me souviens pas avec qui j'ai regardé Cache Investigation. Tu veux dire parmi toutes tes meufs? Avec qui la pléthore de meufs. Avec qui t'as regardé chez Cache Investigation? Je suis dans l'incapacité de vous dire. Non, mais je me rappelle qu'on a regardé un truc sur les poissons, mais t'as vu quand il bégaye là, il parle chinois là. C'est chelou. Non, mais je ne bégaye pas, je vous dis que parmi la pléthore de meufs qui se bousculent pour regarder Cache Investigation avec moi, c'était quand ça? Je ne me souviens plus. Bah, je peux regarder si tu veux.
Non, mais je sais plus, mais en tout cas, on avait regardé un reportage, mais je me demande si c'était pas un truc qui se passait aux États-Unis sur la pêche et sur le. Tu sais plus. Bref, je vais vous expliquer. Bref, je vais vous expliquer pendant que Georges fait. Elle sait plus. Hein. Donc, dans Cache Investigation, ils avaient investigué la pêche au thon albacore. Ouais. Ah, si, la lourdeur. La lourdeur de l'homme. Ils avaient investigué la pêche. Je me rappelle que tu m'as raconté, mais je crois pas que j'ai vu. Ouais, et donc du coup, c'est rigolo, c'est une pêche au DCP. Je sais pas si tu sais. Non. Non, en fait, Ouais. Ah, putain, je vais couper lui sans micro. Et donc du coup, la pêche au DCP, c'est trop bizarre, c'est tu fais un espèce de petit radeau de merde en bois artisanal, mais ça a pas l'air du tout d'être un truc pro, c'est juste un espèce de vieux radeau en bois, et juste tu le jettes à la mer, comme ça, et en gros, t'as un sonar qui est accroché dessus, et en gros, je sais pas pourquoi, les radeaux en bois, ça fait kiffer les thons albacore, et du coup, ils viennent et ils font la ronde. Il faut ils font la chenille, genre radeau, autour du radeau. Et apparemment, le fait de mettre des DCP, genre ça fait particulièrement kiffer les thons juvéniles. Et donc du coup, c'est pas un truc très sympa de faire ça. Et donc du coup, C'est chelou. non, c'est marrant. Hein. Et après d'ailleurs, ils s'en battent les couilles des radeaux, ils les laissent naviguer n'importe où. Ouais. Ouais. Je me souviens, Élise Luzet demande et vous les ramassez et tout. Le mec qui fait ouais, non, c'est relou. Faut les retrouver, ils sont partis Tu sais, avec le courant, c'est le pas où radeau ils il sont. part, tu vas pas aller le ramasser. Et non, mais les gens ils sont zéro race quand même. Et donc du coup, du coup c'est marrant, j'ai regardé à Monop, c'est marqué sur le truc de thon pêché sans dispositif de concentration de poison. Ok. Donc Mais attends, mais donc du coup, il faut acheter quelle marque alors justement parce que le DCP, c'est le dispositif de concentration. Ah, c'est ça. stylé. C'est stylé. Je sais pas, ça m'excite. Et donc il y a mais genre tu fous le dispositif et là tous les poissons ils sont là, ils se concentrent et tout. Bah mais c'est considéré comme un truc d'enculé. Ouais. Donc genre il est communément admis que c'est un truc d'enculé. Ok. Donc et tu vois il y a un péon à un moment de Greenpeace qui se ramène et il dit ouais nous Greenpeace on a fait un classement des meilleures marques de thon. Et donc tu as le premier c'est Fardekmul, ensuite tu as U, Connétable en 3, Monoprix en 4, Carrefour en 5, Petit Navire en 6, je dis ça parce que parfois on achète Petit Navire. Et le dernier, c'est Lidl en 12, Leclerc en 11 et Sopiquet en 10. Donc eux, je ça, sais c'est pas les si... pourris, ça. Ouais. Ceux qu'il faut pas acheter, quoi. Ouais, donc eux, il y a moyen donc, juste... Petit Navire, faut qu'on arrête d'en acheter, en fait. Bah, c'est mieux d'acheter Fardekmul et... Mais ça n'existe pas, Fardekmul. Mais si, mais vos gueules. Il invente des trucs. Ouais, le Fardekmul. Il a mis un mot à hasard. Mais Fardekmul, c'est le... En fait, il se tape des bas. Je dis n'importe quoi depuis tout à l'heure. Fardekmul, c'est la seule marque que t'as, tu sais, quand tu vas à Biocoop, Bio C'est Bon, Naturalia, t'as que du Fardekmul. Arrête de faire ta tête. Il fait genre, c'est évident. Le C'est évident, Fardekmul. Voilà. Donc voilà. Et finalement, on s'en fout, mais les Monoprix et U et compagnie, ils sont pas si pourris. Ils sont pas si pourris, ouais. Non, ceux qui sont à chier, c'est Leclerc et Lidl, selon Greenpeace, ouais. Si vous voulez le lien, je vous donnerai avec c'est le classement qui va de 1 à 12. Mais donc voilà, donc c'est intéressant. Et Georges, il est encore sur le... Fardekmul. Ah oui, d'accord. On en est là, quoi. Je sais pas, moi, en tout cas, ça me fait... En tout cas, moi, ça me fait rire. Alors, donc les labels fonctionnent pas. Ils disent si c'est rien marqué, c'est suspect. Le mieux, c'est pêcher à la canne, à la ligne, à l'hameçon. Et on évite les juvéniles et les byproducts. À la canne ? À la canne, ouais. D'accord. À la ligne et à l'hameçon, c'est le mieux. Donc j'imagine que, je vais pas dire le nom, mais celui qui est premier, il fait ça. J'imagine. et voilà. Et d'ailleurs, il y avait un gars qui nous avait dit un truc intéressant dans les commentaires, qui nous avait dit que, vous savez, nous, on s'excite sur l'altruisme efficace et acheter des filets à moustiques pour empêcher la malaria. Et en fait, apparemment, c'est un peu un désastre écologique parce que du coup, les gens utilisent les filets à moustiques pour pêcher. Pour pêcher.
Et donc, en gros, ils pêchent la masse de juvéniles parce qu'en gros, les Oui, filets la à maille, moustiques, c'est des mailles anti-moustiques. Donc, en gros, les juvéniles, juste, ils prennent tarif, quoi. Donc, voilà. Fun fact. Putain, mais du coup, on sait plus quoi faire. Est-ce qu'il faut financer ou pas ces putains de filets à moustiques? Moi, j'aimerais bien que GiveWell mette dans l'équation la quantité la quantité de juvéniles pêchés. Voilà. Parmi les pratiques les plus destructrices, tu as celle où tu endommages les fonds marins, en tirant un filet de pêche qui racle tout. Alors, tu as la pêche à la dynamite aussi. Alors, oui, il y a des gens qui font ça, apparemment, je me suis renseigné. Et au cyanure. What the fuck. Tu verses du cyanure. Voilà. Alors, apparemment, c'est la technique de prédilection quand tu veux capturer les poissons vivants. Parce que ça les étourdit. Ah, ça les tue donc, pas. pour les aquariums, ouais. Tu fais la pêche au cyanure. Voilà. Évidemment, il ne faut pas faire ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, Jared Diamond? En fait, il nous dit, en fait, c'est marrant parce que, tu vois, c'est le phénomène qu'on observe que toutes les populations de poissons baissent jusqu'au rendement maximal. Et en fait, ce qui se passe, c'est juste que tu as les gros industriels qui se rendent compte qu'ils sont en train de, lui, il dit, tuer la poule aux œufs d'or. Et juste, ils se rassemblent et ils font, non, mais venez, quand même, on se met d'accord pour pas, tout pêcher, parce que sinon on est niqué. Et donc, tu sais, il dit Unilever et son célèbre Captain Igloo, ils ont lancé le label MSC, Marine Stewardship Council, dont le but est de proposer des labels à ceux qui voudraient faire les choses bien. Voilà, le but, c'est pas de dire que MSC, c'est bien, c'est juste de dire... c'est rigolo par rapport au pétrole et aux mines, c'est que tu as quand même, du coup, les grosses corporations qui se... Qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé. Non, rien, il respire dans le micro. C'est vrai que c'est rigolo. Du coup, qui se mettent d'accord pour pas niquer le truc qui leur apporte de la thune, quoi. Les entreprises s'autorégulent entre elles. C'est pas qu'elles s'autorégulent entre elles, c'est qu'elles font une espèce de concile des sages, tu vois. Et elles font venez dans cette eau-là, on arrête d'être mongol. Et voilà. Mais du coup, ouais. Bref, c'est pas encore. Ouais, mais c'est rare. Enfin, je trouve que c'est notable quand même qu'il y ait une industrie qui s'autorégule pour permettre la pérennité de son activité. Tu vois, il faut quand même un alignement particulier des astres pour que ça arrive. Je sais pas en fait, parce que justement, je pensais comme toi, mais en fait, déjà quand tu regardes Our World in Data et que tu vois toutes les courbes qui convergent vers le ratio d'exploitation maximale, tu te dis il est en train de se passer un truc. Et d'autre part, c'est vrai que c'est un cas unique à la pêche où tu te dis, en fait, si je commence à faire le débile et à pêcher plus que le ratio maximal, en fait, juste, je fais de la merde. Enfin, dans 2 ans, j'ai plus de revenus. Donc, je sais pas si c'est si rare. Justement, c'est pour ça que c'est un cas intéressant. Je sais pas si c'est si rare que ça. Oui, peut-être que il y a des gros qui se mettent avec des lobbyistes pour aller faire le lobby des gouvernements, mettre en place des quotas ou je sais pas quoi. Oui, et peut-être que la boucle de rétroaction est suffisamment courte pour que en fait t'aies envie d'agir, tu vois ce que je veux dire. Oui, aussi c'est moins que parce qu'en fait si effectivement j'ai pas une idée des délais, tu vois. Ouais. Mais si effectivement en moins de 5 ans t'as déjà une déplétion de la ressource qui est majeure, là effectivement tu vas réagir même si t'es un industriel court-termiste. Exactement. Et après tout n'est pas rose, c'est-à-dire que même quand t'as des quotas, les industriels ils font en sorte de choper tous les quotas et tous les autres pêcheurs ils sont niqués. Mais néanmoins, il y a des quotas, quoi. Enfin, tu vois, c'est juste pour dire que c'est une ressource intéressante de ce point de vue-là. Voilà. Donc voilà pour la pêche. Et donc si on voulait conclure un petit peu sur tout ce qu'on a dit, y a 2 aspects. Il faut qu'il y ait des réglementations gouvernementales et il faut que le grand public en ait quelque chose à faire. Et Jared Diamond, il pense que les gens seront choqués, mais il dit que c'est plutôt de la responsabilité du public et que c'est pas de la responsabilité des entreprises en général, parce que c'est le public qui est responsable de qui il élit, de son gouvernement, de ce qu'il consomme, alors que les entreprises, elles ont une obligation envers leurs actionnaires de faire du profit, et elles n'ont même pas le droit, ça je n'étais pas sûr de le savoir, ça, de maximiser le profit. Donc typiquement, il dit Ford a été traîné en justice par ses actionnaires en 1919 et il a perdu pour avoir augmenté le salaire minimum de ses employés.
Donc l'approche de Jared Diamond, c'est de dire... foutez le bordel. C'est surtout au public de dire ce qu'il veut, de consommer ce qu'il veut, de mettre les réglementations qu'il veut. Et les entreprises, comme on le voit en fait dans les 3 cas de figure, à chaque fois, elles maximisent leurs profits. Des fois, c'est clean avec le pétrole, des fois, c'est pas clean avec les mines, et des fois, ça consiste à se rapprocher du bon ratio au niveau de la pêche. Mais à chaque fois, elles maximisent le profit. Ouais, c'est ce que disait Georges tout à l'heure. Ouais, non, mais c'est intéressant parce que, enfin, tu vois, genre si on dit c'est au public de se faire une opinion et donc c'est un peu au public de se renseigner, tu vois, ou d'être renseigné. En fait, j'ai l'impression qu'on dit ça sur de plus en plus de sujets parce que, je pense qu'on a un niveau d'exigence de plus en plus élevé sur un peu plein de trucs. Et d'autre part, t'as le problème écologique qui est de plus en plus prégnant. Donc il y a de plus en plus de sujets sur lesquels on va se dire, c'est aux gens de collectivement décider, tu vois. Mais le problème, c'est que donc il y a de plus en plus de sujets sur lesquels il faut se forger une opinion et il faut être actif. En même temps, on n'a quand même pas le temps de se renseigner. Et du coup, je trouve que c'est un peu dur. T'as une forme de contradiction là-dessus, dans le sens où. Ouais, c'est dur. Ouais. Genre, on va avoir on a de plus en plus d'arbitrages à faire sur lesquels on aimerait bien que les gens aient une opinion relativement éclairée. Et en même temps, on a de moins en moins de temps. Enfin, c'est pas qu'on a de moins en moins de temps, mais en même temps, on n'a pas trop le temps et on a des vies qui me semblent. Enfin, t'as une forme d'accélération du monde liée au flux d'informations. Genre, juste, on a trop de trucs à lire, trop de notifs, trop de conneries. Et tu vois, je trouve que c'est un peu incompatible, quoi. Mais je pense qu'il y a une manière détournée de le comprendre aussi, c'est que imagine nous, voilà, on fait le constat en tant que population que il y a trop d'informations, comme tu dis, il y a trop de trucs à savoir. Je pense que ça c'est pas compliqué de faire ce constat-là. Tu peux ensuite te dire il faut peut-être plus de conventions citoyennes, il faut peut-être une autre méthode de démocratie ou autre chose. La convention citoyenne, elle va tirer au sort des gens, ils vont se poser à 200 dans une salle pendant 3 semaines, je pense que ça va, ils vont réussir à comprendre les problèmes de la pêche, de la mine ou machin, et là ils vont mettre en place des régulations. Donc ça veut pas dire qu'il faut que tout le monde soit renseigné sur tout, mais ça veut aussi dire que voilà, les gens doivent prendre leurs responsabilités et mettre en place des systèmes gouvernementaux qui sans doute du coup agissent. Parce qu'il ne faut pas attendre des entreprises qu'elles agissent. C'est vrai que c'est pas idiot, ça. J'avais pas pensé pour le coup. Genre, effectivement, un des avantages de la Convention citoyenne, c'est que plutôt que de demander à toute ta population de tout savoir sur tout, tu prends un échantillon plus ou moins représentatif de ta population et tu le divises en un certain nombre de groupes. Enfin, tu multiplies ce type d'échantillon. En fait, chaque échantillon va se prononcer sur un sujet compliqué. Exactement. Ouais. Et du coup, tu industrialises la prise de décision tout en restant démocratique, quoi. Et c'est vrai que c'est intéressant, c'est intelligent. On dit pas que des conneries. On dit pas que des conneries. Entre la start-up sur le charbon et... Est-ce qu'on met vraiment au même niveau cette start-up? Il y en a une qui est au-dessus, mais on va pas vous dire. C'est pas idiot là, tu m'as excité sur les conventions citoyennes là. Ah là, on va aller manger au resto, je pense qu'on va faire une convention. On va faire une convention au resto. Dac, on s'arrête là? Ouais. Eh ben, parfait. Merci. Bisous. Ciao. Albata. Là, j'ai oublié de masser la caméra. Putain, j'avais trop envie de te casser les couilles sur le...